Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, je- Nous allons commencer, voilà, le temps imparti pour l'arrivée des participants et passé. Nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire. Pardon. Je me présente d'abord, je suis Fabrice Moulin, je suis responsable du pôle marketing territorial et conseil expérience visiteur au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Qui a le plaisir et l'honneur pardon, de vous présenter, je vais juste boire un peu, de vous présenter ce premier des 7 webinaires que nous avons consacrés à l'exploration qualitative des besoins et des attentes des touristes visitant la destination Paris-Île-de-France. Ce premier webinaire qui sera consacré aux familles. Et il vous sera présenté par Gwen Julie, qui est chargée de mission qualité, et Charlotte Villa, chargée de mission accessibilité au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, et évidemment avec le concours d'Anne-Christine Bulourde, qui nous accueille dans cette salle virtuelle et qui est chargée des formations du pôle Académie Paris Région. Nous avons souhaité vous présenter un format court, pratique et interactif puisque à la fin de la présentation qui vous sera faite, nous avons prévu un temps d'échange, de petits exercices. On vous expliquera comment ça fonctionne et d'échange d'expériences. Ce qui vous sera présenté aujourd'hui est notamment issu d'une étude qualitative qui a été réalisée courant 2020 et 2021 par le cabinet Kantar. Nous avons donc, à travers cette étude, étudié pardon, 7 typologies de clientèle. Les familles que nous allons voir aujourd'hui, donc les familles de tout type avec enfants de 0 à 12 ans, les clientèles jeunes de 18 à 30 ans qui voyagent sans leurs parents, les couples, les baby-boomers, donc les personnes de plus de 65 ans, et aussi 3 publics de personnes en situation de handicap avec des difficultés motrices, des déficiences auditives ou des déficiences visuelles. L'objectif de l'étude était de comprendre les spécificités des profils clients et leur définition de la qualité dans le cadre d'un séjour touristique et d'identifier les besoins et les attentes spécifiques à leur profil. Alors, la méthodologie qui avait été employée était de faire des entretiens avec donc des visiteurs d'1h30 à peu près. Alors, c'était l'époque où on faisait ça en visioconférence, en chat conversationnel, évidemment dans la langue du participant. Et on préparait ces entretiens avec des cahiers d'autoreportage. Et les nationalités que nous avons interrogées dans le cadre de cette étude sont des Français, des Italiens, donc des familles françaises, italiennes, espagnoles, belges. Je précise bien que c'est une étude qualitative que nous avons fait, non pas quantitative, c'est-à-dire on n'est pas sur des sondages, mais des entretiens dans des focus group ou dans ce cas-là, des entretiens individuels. Le programme de cette matinée consacré aux familles, nous verrons donc déjà de la définition des besoins, de quoi on parle quand on parle des besoins et des attentes des clientèles familles, comment cela se caractérise dans l'organisation du séjour en amont, les enseignements de l'étude en termes de confort, d'accessibilité de la destination pour les familles, d'accueil, de médiation. Et donc, comme je l'ai dit, pour conclure, nous ferons un échange avec un petit exercice. Voilà, j'ai dit que c'était un format court, je suis déjà beaucoup trop long. Donc, je vais laisser la parole
à Gwen, Julie, pour commencer. Et je vous souhaite, eh bien, j'espère que ce webinaire vous plaira et je vous souhaite eh bien, une très belle session. À toi, Gwen. Merci. Donc en effet, pour commencer, on a choisi avec Charlotte d'essayer de définir un petit peu de quoi nous allions parler ce matin. Et pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de besoins d'un point de vue touristique et d'un point de vue tourisme en famille, donc avec des enfants de 0 à 12 ans, comme on l'a précisé. Donc, en effet, si on reprend de façon assez classique, même si elle est par ailleurs assez décriée, mais malgré tout, d'un point de vue marketing, on se sert encore beaucoup de la pyramide des besoins de Maslow. D'un point de vue tourisme, en tout cas, nous trouvons qu'elle est assez intéressante parce qu'elle permet de balayer un petit peu tout ce dont on va avoir vraiment besoin pour voyager de façon confortable et avoir un bon souvenir à la fin de son séjour. Donc, en effet, à la base de tout, il faut bien sûr pouvoir se déplacer, pouvoir être hébergé, pouvoir se restaurer. Donc, tout ça, ce sont aussi des besoins qui sont un peu exacerbés lorsqu'on voyage avec des enfants. Donc effectivement, le besoin exacerbé pour les membres d'une famille, concernant donc ce besoin-là, ce sera la fatigabilité, hein, de ses membres, celui des adultes et celui des enfants, d'autant plus s'il s'agit d'une famille monoparentale. Et quant aux enfants, la fatigabilité doit être bien évidemment être pris en compte, notamment s'il faut fournir des efforts physiques et je pense notamment à tout ce qui est de longues marches, parfois de longs temps d'attente, de fortes affluences également selon les sites visités. Voilà, donc ensuite, de façon toujours très très classique, ce besoin de sécurité, donc de sécurité et de sûreté des personnes, et ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe aussi les questions de sécurité, entre guillemets, on va dire alimentaire. Ça englobe, bien entendu, la question de sécurité elle-même, ne pas avoir peur, ne pas se sentir mal à l'aise, tout ce genre de choses. Qui est aussi renforcé lorsqu'on voyage en famille. Et ce à quoi ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que lorsque les touristes s'expriment sur leurs sentiments vis-à-vis de la sécurité, tous nous disent que dès qu'ils se retrouvent dans un endroit qui est un peu sale, qui voilà, ne dégage pas de bonnes odeurs, etc., d'un seul coup, on se sent en insécurité, même si elle n'est pas réelle. Si je peux me permettre, Gwen, le sentiment de sécurité, il passe aussi par, la fiabilisation de l'information qu'on peut trouver en amont pour préparer justement son séjour. Il s'agit également, du besoin, d'adaptabilité, du confort de l'environnement, des équipements, des services aussi pour les enfants. Et donc là, je parle plus concrètement, ça peut se traduire par la présence de menus enfants, la présence de rehausseurs, de petits équipements qui vont vraiment apporter du confort lors de l'expérience vécue par l'ensemble de la famille. Ensuite, il y a en effet ce besoin d'appartenance, la nécessité de se sentir reconnu, respecté, de pouvoir exprimer, son ressenti aussi, un besoin d'être écouté, et quand on voyage en famille, les parents ont ce besoin, mais les enfants aussi. Donc en effet, les enfants ont aussi besoin d'être écoutés, respectés. Voilà, de donner leur avis, d'être sollicités, d'où l'importance aussi, peut-être on le verra un peu plus tard, du vocable qu'on peut utiliser pour présenter, des offres, sur ces outils de communication, que ce soit sur le site internet, sur des brochures. Voilà, être très attentif au vocabulaire utilisé pour séduire, l'enfant, et les parents également, bien sûr. Puis un besoin d'estime qui se traduit, d'un point de vue touristique par ce besoin d'autonomie. Heu, on a dans les touristes que nous avons interrogés, hein, bien sûr, on ne l'a pas précisé, mais ce sont des touristes qui ont voyagé, en individuel. Ils n'ont pas voyagé dans un groupe organisé et donc en effet, quand on est une famille qui voyage hors, d'un circuit complètement balisé et organisé, on a besoin de pouvoir être autonome,
de découvrir à son rythme. On a besoin d'être consulté, mais on a en effet besoin de pouvoir se débrouiller tout seul et de ne pas avoir cette impression d'être complètement perdu. Et les enfants, dans les familles, ont aussi ce besoin-là qui s'exprime aussi à travers leurs parents, au final. Effectivement, donner de l'autonomie aux enfants, ça veut dire aussi beaucoup moins de stress, pour les parents et du temps un petit peu plus, qualitatif, on va dire pour eux. On le verra également tout à l'heure dans les études de cas, le rythme des membres de la cellule familiale, chaque personne a un rythme bien particulier, d'autant plus si les âges ne sont pas les mêmes. Et donc il s'agira aussi de proposer, des activités, des prestations, avec des rythmes, différents et en même temps qui puissent aussi se correspondre à l'ensemble d'un profil familial. Voilà et puis quand on voyage, on veut, au final, on en parle vraiment tous aujourd'hui et c'est aussi dans le titre de notre pôle, au final, on veut vivre une expérience, on veut réaliser un séjour que l'on perçoit comme unique parce que c'est le nôtre et que c'est nous qui l'avons vécu et donc ce grand besoin de s'accomplir et d'exprimer sa personnalité, se ressent aussi lorsque l'on est touriste et en famille, bah, il y a des petites particularités puisqu'il faut que ce soit la famille qui vive aussi une expérience et pas juste, ses membres. Et effectivement, il y a l'entité famille, le groupe qui doit vivre une expérience un petit peu commune, partager des souvenirs identiques et puis il y a aussi le fait que chaque membre de la famille doit y trouver son compte et d'ailleurs la diversité des membres d'une famille et leurs attentes, révéler vraiment enfin répondre à l'ensemble de ces attentes. Ça peut être un véritable challenge justement pour les professionnels. On verra que les possibilités, il y en a plusieurs, comme, répondre à chaque attente, mais il y a aussi, certains sites qui font le choix de proposer des prestations expérientielles intergénérationnelles, ce qui est assez, intéressant également. Et puis enfin, on a besoin ce besoin de temps ou en tout cas, ce besoin de l'optimiser. Voilà, les vacances, paraissent toujours courtes, paraissent toujours trop courtes et donc le besoin d'optimiser le temps de séjour, de limiter tous les temps qui vont être perçus comme perdus et le temps perdu d'une famille n'est pas forcément, le temps perdu, d'un individu, seul. Voilà et donc essayer de faire en sorte que ces temps perdus changent finalement de voilà, de perception en tout cas et que l'on ne les vive plus comme du temps perdu. C'est important en particulier, bah, lorsqu'on est plusieurs à voyager ensemble. D'autant plus que la question de l'optimisation du temps, elle va apparaître à différentes étapes du voyage. En amont, dès l'organisation du séjour, hein, la recherche d'informations, peut, prendre beaucoup de temps et puis bien sûr sur place aussi. Les contraintes de temps sont plus importantes. Il faut s'occuper des enfants, notamment pendant l'attente, lors de files d'attente, hein. Du temps perdu, c'est aussi la sensation de passer à côté d'une expérience plus qualitative. C'est, également un enjeu, de chaque instant et pas seulement pendant les vacances, hein. On l'a vu dans la société, on le voit tous les jours. Le challenge, il est relevé par, les commerces, les drives pour les courses, les Uber Eats, les Doctolib, les consultations en vision, les guides coups de fil, voilà. Ce sont des dispositifs qui sont mis en place, un peu partout, hein, au-delà de la sphère touristique. Donc ce qui montre, vraiment son importance, aujourd'hui. Voilà, donc en effet, on avait souhaité commencer par, faire un petit tour de l'expression des besoins, d'un point de vue tourisme. En effet, les questions qui ont été posées, aux participants à notre étude, c'est plus sur ce qu'eux, ils attendent, hein, d'une destination. Donc c'est un petit peu, différent. On va être moins sur un besoin, brut et basique, on va dire. Ensuite, les familles, ben, de quoi parle-t-on quand on parle, des besoins, des attentes, d'une famille? Et ben, en effet, les attentes des parents ne rejoignent pas toujours, complètement, les attentes de leurs enfants. Ou en tout cas, si elles les rejoignent, elles ne s'expriment pas tout à fait de la même manière. Donc ce que veulent les parents finalement lorsqu'ils voyagent avec leurs enfants, ben, c'est de voir leurs enfants heureux, de voir leurs enfants,
passer de passer de bons moments ensemble aussi et de se détendre. Ils apprécient que leurs enfants fassent des découvertes. C'est toujours quelque chose d'important, ce côté apprentissage, on va dire, même si en effet, il se fait en dehors de l'école et donc en dehors des contraintes que peut imposer, la scolarité. Et puis on en reparlera aussi, mais c'est vrai que le rapport qualité-prix des différents services proposés spécifiquement pour les enfants est quelque chose d'important, en particulier pour les parents. En effet, les enfants, en tout cas de 0 à 12 ans, ne le perçoivent pas encore. Pour ma part, je vais vous parler des attentes, des enfants. Donc les vacances marquent une vraie rupture avec le reste de l'année, parce qu'ils sont à l'école. Ils attendent du coup des choses très différentes. C'est aussi le temps de la récompense. Après une dure année de lycée, c'est pourquoi il faudra faire attention, comme je vous l'ai dit, au vocabulaire utilisé, à pas employer des mots qui tuent, je mets bien entre guillemets, tels que les mots «apprendre» ou «écouter» qui peuvent être un petit peu, rédhibitoires pour ces publics-là. C'est le moment attendu aussi pour vivre, de nouvelles expériences, pour pratiquer, fabriquer, découvrir soi-même surtout. Comme ils sont habitués à être sollicités, à être, actifs, ils ont aussi besoin d'interactivité, notamment avec tout ce qui est numérique. Les dispositifs numériques de type tablette ou encore la médiation qui s'appuie notamment sur les techniques de serious game sont des produits d'appel qui vont beaucoup séduire ces jeunes publics et auxquels il faut penser de plus en plus. Ils sont très sensibles à ils font très attention aussi aux thématiques auxquelles ils ont été sensibilisés justement à l'école. Tout ce qui est protection animale, protection environnementale, le tri des déchets et cetera, ou encore des sujets parfois relayés par l'actualité comme l'espace avec notamment la médiatisation de notre astronaute français, Thomas Pesquet. Et puis enfin, ils ont un besoin de reconnaissance et ils aiment qu'on s'adresse directement à eux. Faut, donc j'insiste, choisir les bons mots et la bonne façon, pour s'adresser à eux et sans pour autant, les infantiliser. Donc en effet, il faut aussi garder à l'esprit que, les enfants qui voyagent, sont potentiellement aussi de futurs prescripteurs de, la destination, d'un site touristique qui les a, marqués fortement, lorsqu'ils ont voyagé, avec leurs parents. Mais il faut faire aussi attention, hein, comme on peut en parler, lorsqu'on parle, de l'environnement et du développement durable, on parle de greenwashing. Faire attention aussi, au kidwashing, hein, ne pas appliquer, le tampon, enfant sur toutes ces offres. Il faut vraiment que ça ait du sens. Et puis enfin, pour terminer un petit peu cette partie en forme d'introduction, on a voulu, ben, voilà, rappeler que les familles qui voyagent, ben, toutes les familles sont différentes et donc à chaque famille, une situation, hein, quasiment. Donc en effet, Charlotte disait tout à l'heure que lorsqu'on est une famille, monoparentale et ben, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité sont encore plus fortement, sensibles. Ben, en effet, les familles, existent et sont de différents types lorsqu'elles voyagent. Donc on a fait en effet un petit graphique qui, voilà, montre, ben, en effet, lorsqu'on est, un adulte avec un nombre, d'enfants, on est une famille, monoparentale. La famille qui voyage avec, 2 adultes et un nombre d'enfants, s'apparente plus à un modèle qu'on appellera classique et ensuite, les familles multigénérationnelles qui voyagent avec, voilà, les grands-parents, qui voyagent aussi parfois différemment avec, des oncles et tantes, avec, et cetera, mais en tout cas avec un nombre d'adultes plus important que juste, 2 parents qui forment une cellule familiale, assez basique. Enfin, il y a d'autres facteurs qui vont influencer aussi, les situations et donc les besoins que les familles vont exprimer. C'est les différents âges des membres qui voyagent et en particulier les écarts d'âge entre les différents enfants qui participent au voyage, puisqu'on se doute bien que les besoins, les attentes d'un enfant de 2 ans et d'un adolescent de 12 ans ne sont pas du tout les mêmes. Et en effet, s'ils voyagent ensemble, il faudra pouvoir répondre aux 2.
La taille du groupe familial qui voyage, on en parlait, en fonction du nombre d'adultes et du nombre d'enfants qui voyagent ensemble. Et puis enfin, bien entendu, comme pour tout le monde, hein, le budget que l'on alloue aux vacances et qui vont permettre de vivre, différentes expériences, d'avoir, aussi, des besoins qui sont peut-être plus facilement, heu auxquels on peut répondre plus facilement et d'autres, pour lesquels ça va être plus compliqué. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, hein, donc ce qu'on a pu, voilà, voir de cette étude. Donc ça va se passer à chaque fois en 2 temps. Je vais vous présenter assez rapidement les conclusions de notre étude sur, ce qui s'exprime en termes d'attente à différents moments, du parcours et puis Charlotte, vous présentera un petit, benchmark non exhaustif bien entendu de solutions, qui existent ou de bonnes pratiques qu'elle a pu observer et voilà, de ce qui peut, se faire. Donc, dans un premier temps sur, les questions d'organisation en amont du séjour, il y a 2 grandes, typologies d'attentes qui s'expriment. C'est dans un premier temps d'avoir des informations spécifiques en amont. Alors c'est quoi des informations spécifiques? C'est savoir quels sont les lieux qui proposent, offrent des facilités pour l'accueil des enfants et ce que sont, ces facilités ou ces offres, particulières. Des informations sur les temps de parcours, hein, on en a parlé sur, les temps de parcours et les temps de visite. Est-ce que, je peux visiter, le musée du Louvre en 1 heure? Bon, ça semble assez compliqué, mais voilà. Y a-t-il des parcours qui permettent de le faire avec un timing enfant? Sur les questions de distance, pour s'assurer qu'elles sont faisables à pied ou qu'il faut prendre les transports et quel type de transport. Et bien sûr sur les différentes offres spécifiques qui peuvent exister, par tranche d'âge, heu, un jeu, une visite ludique, une lecture de contes, tout ce genre de choses qui peuvent être, développées. Et c'est particulièrement vrai, plus on voyage avec des enfants d'âges différents bien entendu, mais aussi avec, des âges différents dans, la cellule familiale, hein, comme on en parlait. Et puis la deuxième grande attente qui s'exprime, c'est que c'est bien d'avoir toutes ces informations, mais si après il faut que je passe, 4 semaines à, essayer de les repiocher sur un site internet, dans un autre, sur un guide et cetera et que finalement je passe presque plus de temps à organiser mon voyage qu'à, le vivre réellement, c'est un petit peu déceptif et donc en effet, la deuxième grande attente, c'est, l'idée d'avoir un accès vraiment facilité aux informations. Je retrouve, toute l'information parce que, je dispose d'un filtre, parce que tout est regroupé sur le même site internet ou sur une application. Parce que, finalement, je vais trouver cette information-là au moment où je fais une réservation qu'on va dire, obligatoire, c'est-à-dire, j'achète, mon billet de train ou d'avion ou je réserve mon hébergement et à ce moment-là, je vais trouver de l'information complémentaire sur ce que je vais pouvoir faire pendant mon séjour. Voilà et puis bien entendu que cette information soit plus simple et facile à comprendre, pour tous. On a eu en effet, on aura l'occasion de le redévelopper, mais des remarques sur, «Mais c'est bien d'avoir ce logo, mais en même temps, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière» et du coup, c'est pas forcément une information facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on me dit quand on me dit qu'on accueille, les enfants? Est-ce que ça veut dire qu'il y a, du matériel adapté ou est-ce que ça va plus loin et quel matériel adapté aussi? De manière générale, la personne qui organise son voyage pour sa famille, elle veut pouvoir anticiper, elle veut pouvoir éviter les imprévus et l'improvisation et ça, on remarque que c'est de plus en plus vrai, plus les enfants sont jeunes et de plus en plus vrai, quand on est, moins d'adultes que d'enfants et quand, le moins d'adultes que d'enfants est vraiment plus important, on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de plus en plus, cadré. Donc sur, ce qui peut se faire, ce qui se fait déjà et ce qui existe,
Je te laisse la parole, Charlotte. Merci Gwen. Donc l'enjeu pour les familles, tu l'as dit, c'est notamment d'avoir des informations spécifiques en amont. Alors aujourd'hui, le marketing, c'est une règle de base et les professionnels l'ont bien compris et valorisent quasi systématiquement une offre famille sur leurs outils de communication et notamment sur le site internet qui est la première vitrine de l'établissement. Aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, les enfants sont ultra connectés et savent comment vérifier de façon sûre les informations qu'on peut trouver sur internet. Ils sont donc très sensibles, je vous l'ai dit, à la façon dont l'offre va être présentée. Heu, pour répondre aux besoins d'appartenance, il y a le besoin d'être reconnu. Certaines structures choisissent de proposer sur leur site internet des entrées par type de profil ou par type d'expérience. Tu l'as dit tout à l'heure, Gwen. C'est le cas du site internet du Musée d'Orsay et aussi du Parc zoologique de Paris qui ont développé des rubriques totalement dédiées à ce profil famille et qui proposent notamment des expériences et des activités par tranche d'âge qui répondent ainsi par la même occasion aux besoins d'accomplissement dont on parlait en introduction. Donc afin d'optimiser le temps de préparation du séjour, il y a beaucoup d'établissements comme le Parc zoologique de Paris qui proposent des rubriques pour accompagner tout simplement les visiteurs dans la préparation de leur visite. On va y trouver des plans d'accès, des indications sur les moyens de transport disponibles à proximité, parfois même leur accessibilité, pour les publics en situation de handicap, puisqu'on n'exclut pas que dans une famille, il y ait aussi des personnes en situation de handicap. Comme on le sait, il y a la préparation du trajet qui est une étape très chronophage, dans la préparation d'un séjour et faire gagner du temps, dans la programmation d'un déplacement peut participer aussi à l'acte d'achat, et de visite d'un site pour les publics, tout comme la présence d'équipements spécifiques, que nous allons voir dans une deuxième partie. Pour, faciliter l'accès aux informations et puis apporter aussi un maximum de visibilité à ces offres, il est primordial de multiplier les partenaires qui sont prêts à relayer l'information et notamment les sites institutionnels. Il est intéressant de tirer profit, de la force de visibilité des réseaux touristiques territoriaux. Le site internet du conseil départemental du Val d'Oise valorise d'ailleurs les offres enfants et familles sur son territoire. C'est d'autant plus intéressant que de passer par des partenaires institutionnels, car ils vont apporter aussi une certaine fiabilité ou une exhaustivité de leur offre qui sont présentes sur l'ensemble du territoire pour les personnes qui vont consulter le site et cela permet également de satisfaire un besoin de sécurité, de fiabilité de l'information, comme je le disais tout à l'heure. Le CRT-IDF, donc nous-mêmes proposons également une sélection d'expositions à découvrir pour apprendre en s'amusant en famille. J'insiste encore sur le vocable, vous l'avez vu, les mots ils sont pas choisis au hasard, puisqu'ils sont censés convaincre à la fois les parents, et les enfants, d'autant plus que leurs attentes, vous l'aurez compris, divergent sensiblement. Et puis pour finir, beaucoup d'offices de tourisme, tout simplement et notamment le TCP vont proposer sur leur site internet un dossier. Le TCP en propose un qui s'intitule «Sortir en famille» et qui va proposer une sélection de sites culturels et touristiques, qui proposent des prestations famille. Alors, avoir une information spécifique et fine en amont du séjour, ça va faciliter l'organisation des séjours pour les parents ou les adultes. Et ce critère de gain de temps peut devenir le critère de choix, je vous l'ai dit, pour, tel ou tel établissement, voire telle ou telle destination. L'Agence de développement touristique de la France, qui est Atout France, va valoriser la destination France à l'étranger, je le rappelle, brièvement, et il va participer précisément à la promotion de la destination famille à travers un label spécifique qui s'appelle le label Famille Plus, dont je parlerai plus précisément des critères, dans une seconde partie. Il existe des plateformes également telles que accessible.net avec lequel le CRT travaille depuis maintenant, 7-8 ans et pour laquelle on avait développé des critères, dédiés au public en situation de handicap dans un premier temps, mais ensuite des critères dédiés aux familles et je vous en dirai aussi plus tout à l'heure. Et parmi les plateformes, plus populaires de réservation ou d'avis en ligne, on a TripAdvisor, Booking qui ont aussi, incorporé, des critères, dédiés aux familles. Donc dans tout cela, la question qui va se poser ensuite, ce sera vraiment, concernant la finesse, des critères et on le verra tout à l'heure. Parce que la finesse des critères peut être, justement problématique. Je vous en dirai un peu plus après.
Parmi les acteurs du tourisme et plus précisément parmi les prescripteurs, on voit de plus en plus d'influenceurs, hein, qui présentent et partagent leurs expériences personnelles sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram, les chaînes YouTube, TikTok, Facebook et j'en passe. Il y a également des blogs qui sont dédiés au voyage en famille. J'ai pris l'exemple du blog Family in Paris qui a choisi de valoriser une grande diversité d'activités par tranche d'âge justement pour répondre aux attentes, des parents. Car, donc on l'a compris, les attentes sont pas les mêmes entre parents-enfants et entre enfants, qui, n'ont pas le même âge. Le blog, il offre aussi, beaucoup d'informations pratiques avec, des conseils et des astuces avant et pendant, le séjour à Paris pour, se déplacer, par exemple et optimiser le temps de parcours et les déplacements et pour, bien choisir aussi les lieux qu'on appelle kids friendly, donc les lieux, plus susceptibles, aptes à accueillir, les enfants, de façon qualitative tels que les restaurants ou les hôtels plus kids friendly, de la destination. Comme je vous l'ai dit, les influenceurs sont aussi de plus en plus présents et nombreux, hein, et couvrent, tous les sujets aujourd'hui, hein, et toutes les thématiques et donc le tourisme n'en fait pas exception. J'ai sélectionné 2 influenceuses qui ont créé leur propre marque et elles, communiquent sur leur marque à travers plusieurs réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, des chaînes YouTube et donc elles témoignent sur ces réseaux de leurs expériences personnelles. Il y a Agnès Labbé qui elle est mère de 4 enfants et qui a créé sa marque, 4 enfants et il y a Roxane pour Baby Chou Family, donc c'est vraiment 2 influenceuses qui donnent leur avis sur tout de base, hein, mais notamment sur leurs expériences de voyage, ce qui est déjà plus intéressant et qui nous concerne un peu plus. Merci. Donc en effet, une fois que tout ce voyage est organisé, qu'on a finalement réussi à, trouver, de l'information, à se laisser convaincre, de faire une sortie, conseillée par, une influenceuse et qu'on a pu vérifier qu'elle répondrait bien à nos propres besoins. Une fois qu'on se retrouve sur place, ce qui est assez flagrant dans ce qu'on a pu, retirer de l'étude, c'est qu'il y a une attente sur, les questions de confort d'usage et d'accessibilité pour une famille. Donc tout ce qui va, voilà, faciliter le fait de voyager, avec des enfants. Donc la première grande attente qui s'exprime, c'est, on l'avait déjà un peu souligné, ce besoin de gérer le temps et les déplacements en temps réel. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir pu, vérifier en amont qu'on pouvait aller d'un point A à un point B à pied, même avec des enfants. Mais une fois qu'on est sur place, il y a besoin d'un petit peu plus d'informations. Il y a besoin de vraiment connaître les distances entre les points d'intérêt, de connaître les temps de trajet moyens, les temps de visite aussi, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup que j'y aille à pied pendant 20 minutes pour après faire une visite d'une heure ou est-ce que finalement il vaut mieux que je m'organise autrement? Et puis, de pouvoir aménager des pauses, donc de savoir un petit peu, quels sont les équipements, sur le parcours aussi. Un besoin d'adapter, l'offre et l'équipement et d'avoir une offre et un équipement, adaptés. En effet, la taille des enfants, est généralement, moins importante que celle des adultes et donc il faut pouvoir, gérer ce type de difficultés. Principalement, les remarques ont été faites dans les transports et dans la restauration, hein. On a un verbatim qui disait, «Le métro, c'est bien pratique, mais pour les enfants, ils sont tout petits et en fait, ils se retrouvent un peu écrasés par tous les autres voyageurs». Donc voilà, ce genre de choses à prendre en compte. Donc principalement dans les transports et dans la restauration avec, un besoin d'équipement un petit peu plus, particulier. Excusez-moi, je suis passée un peu vite. Bien sûr des activités adaptées à l'âge des enfants et des offres, qui sont adaptées aussi, type, les menus pour enfants, dans les restaurants, des activités dans les sites touristiques, ce genre de pratiques. Et puis, on a forcément, plus le groupe est grand, on a aussi un besoin de, gérer son budget qui se retrouve un petit peu plus serré, lorsqu'on fait une visite, à 4 ou 5 que quand on l'a fait à 2. Donc en effet, proposer des tarifs famille,
Bien entendu, hein, il a été remarqué par tout le monde, la grande facilité de visiter des musées et des monuments en France, du fait que beaucoup d'entre eux soient gratuits pour les moins de 26 ans issus de l'Union européenne. Donc, en effet, ça, c'est des choses qui sont fortement appréciées. Mais en effet, au-delà de cette gratuité, disposer d'une tarification adaptée sur des expériences dédiées aux enfants ou aux familles, c'est quelque chose qui est remarqué. Globalement, sur ces questions-là, l'enjeu, c'est de ne pas frustrer les enfants, qu'ils puissent être actifs et participer au séjour, mais éviter aussi de transformer ce séjour en une corvée pour les parents qui ne deviendraient qu'accompagnateurs de leurs enfants au final. Donc c'est vraiment de pouvoir créer une expérience pour la famille et pas uniquement pour certains de ses membres. À toi, Charlotte. Donc, pour rebondir sur l'aspect, vraiment, confort, accessibilité famille, je voulais, simplement faire une remarque assez simple. C'est que les parents, bah, souhaitent aussi, hein, marquer une rupture avec le tourbillon du quotidien et s'en remettre parfois à un dispositif qui, à coup sûr, va prendre en compte l'entièreté de leurs besoins en termes d'équipement, de services d'accueil, d'activités. Bah, pour eux, c'est aussi une véritable aubaine et ça peut parfois même être salutaire, surtout, bah, quand il s'agit de familles, monoparentales qui ont, en plus de l'organisation du séjour, l'organisation du quotidien à gérer. Donc le label Famille Plus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est soutenu par les services de l'État en charge du tourisme, il est destiné à valoriser les communes qui adhèrent, et qui ont entamé une démarche globale en faveur de l'accueil des familles et les critères qui ont été développés vont concerner, plusieurs éléments, notamment l'accueil, l'information dédiée aux enfants, les animations qui leur sont dédiées, les activités, la découverte, la sensibilisation à l'environnement, au patrimoine, les hébergements également, la restauration, les commerces et tous les services annexes, d'une destination, également les équipements, les transports et la sécurité. Donc, les critères tels qu'ils sont, présentés, aux usagers, sont pas très exhaustifs. C'est d'ailleurs la remarque qui avait été faite, durant l'étude. Donc ça pose, voilà, le la finesse des critères pose un vrai problème puisque ça reste assez vague. En revanche, pour l'exemple qui suit, concernant la plateforme, accessible.net, je fais une rapide présentation. Accessible.net, c'est un annuaire de sites accessibles à la base qui était dédié au public en situation de handicap, mais pour lequel on a choisi de développer des critères, dédiés aux familles, tout simplement pour englober les besoins spécifiques et préciser et justement souligner que tous les besoins, étaient différents d'une personne à une autre, d'un profil à un autre. Donc il y a des critères qui ont été développés par type d'établissement, musée, monument, restaurant, hébergement et aussi par type de public et donc on a vraiment des critères dédiés famille. Ils sont très fins, détaillés par type d'établissement, je vous l'ai dit et par poste. Donc il y a des critères dédiés à l'extérieur, l'accueil, l'information, les vestiaires, les équipements et cetera. Je vais vous donner des exemples assez concrets. Avec accessible.net, on pourra savoir si le musée propose une programmation enfant, des tarifs famille, des gratuités, des supports de visite selon les âges, des livrets-jeux. On pourra également savoir si l'établissement propose le prêt d'équipements, de poussettes, de porte-bébés. C'est vraiment des critères qui existent, hein, c'est pas la peine de les rentrer manuellement. C'est très exhaustif. On saurait également si le restaurant dispose de chaises hautes, de menus enfants, de micro-ondes, de chauffe-biberons, si les sanitaires sont équipés de tables allongées, si dans les hébergements, pardon, on pourra savoir s'il y a des lits enfants, des baignoires bébés qui sont en prêt, des services annexes, des services de garderie, des aires de jeu, des brassards si jamais il y a une piscine dans l'hôtel, enfin, ça va vraiment très, très loin. Donc, et il y a aussi bien sûr des champs libres pour permettre aux professionnels, bah, de valoriser des équipements ou des services qui sont pas forcément dans la liste des critères qui sont prévus sur le site. Donc c'est voilà un bon exemple, en termes d'exhaustivité des critères et qui pourrait répondre à coup sûr à toutes les attentes, des familles, qu'elles soient monoparentales, classiques ou
intergénérationnel, je ne sais plus quel était le terme. Je vous parle ensuite, c'est en termes de gestion de temps, de gestion de déplacement. Je voulais simplement vous parler d'une campagne très récente de la SNCF et qui contribue aux besoins de gestion du temps ressentis par les familles. Ça, c'est une campagne qui s'appelle C'est pas loin en train. La région Île-de-France propose une sélection à proximité des gares et donc des lignes de gare, une sélection de sites touristiques, de culture et de loisirs. Donc voilà, je trouvais l'idée assez sympa. Et on a aussi, en termes de gestion du temps, Affluence, qui va permettre en fait de connaître l'état d'affluence des établissements adhérents. Gwen, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, que je sais que tu as particulièrement travaillé avec eux? Donc en effet, Affluence, un certain nombre de musées et monuments parmi vous les connaissent probablement déjà, hein. C'est un partenaire du CRT qui permet, via une application pour le public, de connaître en temps réel le temps d'attente dans un site grâce à des capteurs. Et pour les sites qui le souhaitent, pour certaines salles, ils peuvent même aller jusqu'à connaître le taux d'occupation. Donc on peut se dire, bon, si la salle est occupée à 95%, c'est peut-être pas le moment que j'y aille avec mon petit bout de chou qui est pas plus haut que 3 pommes parce qu'il ne verra rien, et profiter d'un moment où il y a moins d'affluence. Ensuite, on termine sur les questions d'accueil et de médiation. Donc en effet, l'idée, c'est, Charlotte en parlait, de proposer un accueil dit kid-friendly. Donc en effet, d'avoir des choses prévues pour, et en tout cas d'être prêt à accueillir les enfants. Donc ce sont en effet, pourquoi pas, des files d'attente spécifiques ou en tout cas animées pour que le temps paraisse moins long. Une attitude de toute façon des personnels sympathiques à l'égard des enfants, ou pourquoi pas, si vous êtes un site qui accueille beaucoup de familles et beaucoup d'enfants, du personnel dédié spécifiquement. Et des espaces réservés, notamment dans les vestiaires, les espaces d'accueil ou la restauration. On voit là en image les espaces réservés dans les sanitaires de l'aéroport de Nice. C'est aussi de pouvoir proposer une médiation adaptée, donc des brochures adaptées remises directement aux enfants, en plusieurs langues, bien entendu, si vous êtes un site touristique qui accueille des enfants, et que, bien sûr, tous ces enfants, du coup, ne sont pas français et ne pratiquent pas forcément la langue de Molière. De prévoir des parcours ludiques, de prévoir des parcours différents en fonction des âges, bien entendu, avec des supports de médiation qui peuvent être différents en fonction des tranches d'âge, et des activités liées aux visites, qu'il s'agisse de jeux ou d'ateliers. De faire en sorte, en tout cas, que les enfants se sentent un peu spéciaux et de créer des souvenirs pour eux qui soient associés à la destination. Ça peut passer par des choses qui sont pas forcément très compliquées, hein, du type un ticket un peu spécial avec une image un peu plus amusante destinée à la tarification enfant, par exemple, ou la remise d'un petit diplôme à la fin de la visite parce qu'on a rempli un support de visite, par exemple. Charlotte, tu avais trouvé pas mal de choses. En termes d'événements un peu spéciaux dédiés aux enfants qui vont, leur apporter aussi de l'estime et se faire sentir comme quelqu'un d'un peu plus unique, particulier, il y a, le parc zoologique de Paris qui propose plein d'événements, hein, de base, mais il propose, notamment l'organisation d'anniversaires. Donc là, il y a un côté plus loisir, peut-être que tourisme. Mais parmi les autres événements, il y en a beaucoup qui vont couvrir les thématiques justement qui ont été vues aussi, lors dans les programmes scolaires. J'ai pris l'exemple de, l'apprenti soigneur avec le lémurien de Madagascar. Donc là, typiquement, on est sur la protection environnementale et des espèces animales en voie d'extinction, pardon. Ensuite, je voulais, le parc a développé, on est toujours sur le parc zoologique de Paris, qui, a développé également une application de guide de visite qui va permettre, de se localiser, de découvrir des milieux naturels évoqués au zoo,
ainsi que les principales espèces qui y sont présentées. C'est un outil de médiation qui apporte une complémentarité en plus, sur la médiation présente dans le site et puis, bien sûr, c'est un support qui va valoriser les informations pratiques pour simplifier la visite. C'est clairement un produit d'appel pour attirer les publics, enfants ou adolescents, qui sont de plus en plus connectés, on le sait, mais surtout, ça permet aussi de répondre à ce besoin d'autonomie qui est exprimé par ces mêmes publics et donc qui dit autonomie pour les enfants, dit aussi expérience un peu plus qualitative pour les parents. Je terminerai sur une dernière slide. Heu, Gwen, est-ce que tu peux tourner la slide, s'il te plaît? Je t'en prie. Donc le parti pris du zoo, ça a été aussi de rendre actifs et acteurs les jeunes publics en les sollicitant avec des dispositifs sur site très ludiques. Les outils de médiation, ils ont été développés dans cet esprit, hein. Ils vont proposer en plus différents niveaux de lecture pour satisfaire, tous les âges et répondre aux attentes des adultes et des familles. Je vous ai mis un petit exemple de médiation, donc la photo à gauche. Donc il y a de l'information écrite, on la voit pas très bien parce que c'est en petit, mais il y a de l'information écrite sur, l'espèce animale représentée, en l'occurrence, c'est un vautour et puis on a aussi le côté médiation plus ludique où on propose, à l'enfant, au jeune enfant qui sait pas forcément lire, de se comparer à l'envergure, de l'oiseau, qui est présenté. Il y a d'autres exemples sur le parcours qui sont vraiment, super intéressants et très ludiques et notamment, il y a un exercice qui consiste à tenir sur une jambe et c'est l'exercice du flamant rose et avec un chronomètre et le but du jeu, c'est de se chronométrer et de savoir est-ce que tu tiendras aussi longtemps qu'un flamant rose sur une jambe. Donc c'est assez drôle et ça mêle, différents niveaux de lecture de médiation, ce qui rend vraiment très intéressant et un peu plus intergénérationnel, l'expérience. Il y a aussi à certaines heures sur le parcours du parc des ateliers par âge, justement, qui sont proposés avec des animateurs. Ouf, encore un moment qui va permettre de souffler aux parents, puisqu'il y a en plus de cela, beaucoup de zones d'assises, hein, qui sont disséminées, tout au long du parcours. Il y a pas mal de tables, de chaises, d'ateliers, voilà. Il y a des sanitaires adaptés aussi dans le parc zoologique de Paris. Il y a des tables allongées dans les sanitaires. Ça, je vous le dis, en plus, c'est à coup sûr. C'est un site qui est inscrit sur accessible.net et que j'ai visité. Il y a des porte-bébés qui sont en prêt, des poussettes, il y a des menus enfants dans les restaurants. Voilà, il y a beaucoup de supports de visite aussi qui sont prévus sur site, mais qui sont aussi téléchargeables en amont, qui vont permettre de gagner du temps aussi dans la préparation, et dans l'activité sur place. Il y a beaucoup de ressources pédagogiques, des quiz, des parcours, des carnets-jeux pour, différents âges aussi. Il y a des podcasts, des coloriages, tout ça pour préparer et pour poursuivre donc l'expérience, par type d'âge. Il y a des ressources payantes aussi qu'on peut en ligne sur internet et qu'on peut retrouver dans la boutique, du parc. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez complet, d'assez complet. Donc la prise en compte du confort des parents n'est pas une nouveauté, hein, pour de certaines grandes enseignes qui avaient déjà choisi de développer des prestations, dédiées aux enfants pour apporter du confort aux parents qui seront du coup, aussi plus enclins à profiter et pourquoi pas à dépenser, hein, sur place. Donc là, les exemples sont assez simples et nous touchent tous, tout ce qui était menu dans les restaurants, Buffalo Grill, les coloriages, les espaces de garderie aussi dans certaines enseignes et je pense notamment à IKEA qui propose une piscine à boules. Donc ça laisse aussi plus de temps, aux parents pour un peu plus de confort, de temps, de soulagement et puis, encore une fois, dépenser aussi davantage dans les établissements. En effet, on arrive, à la fin de notre, de notre temps. Pour conclure, on voulait vous parler quand même de 2 voilà, de 2 projets, 2 produits qui existent. Un jeu à l'échelle régionale, c'est aussi pour vous montrer qu'il existe des choses au niveau destination, donc qui a été développé par le CRT, Paris Région Aventure. Voilà, un certain nombre d'offices de tourisme ou de sites touristiques, participent à cette démarche. Donc il s'agit d'un jeu qui existe aujourd'hui sur, application. C'est une application gratuite pour les participants. Le lancement a eu lieu, l'année dernière, en août 2020. Aujourd'hui, on en est à plus de 30 000 téléchargements
il y a 35 aventures disponibles sur le territoire de la région Île-de-France. Donc l'idée, c'est de partir à l'aventure en famille à la recherche de petits personnages historiques ou en tout cas liés à la destination touristique. Et à partir de cet automne, il va y avoir le développement d'un module de jeu à distance qui permettra donc de participer à Paris Région Aventure sans être à Paris Région, hein, donc de pouvoir jouer depuis chez soi. Et il va y avoir un développement de nouvelles aventures thématiques qui seront proposées autour du sport, du cinéma et de la gastronomie. Et puis, voilà, on parlait tout à l'heure de l'événementiel qui peut être récurrent, notamment au parc zoologique de Paris. On peut aussi miser sur un événement pour faire connaître, son site à un public, famille et on a pris comme exemple, la dictée de l'espace qui a eu lieu le 5 septembre, au musée de l'air et de l'espace, mais pas que. Mais le musée s'est intégré dans cet événement qui était plus grand pour proposer voilà, une salle de dictée en plein air au pied de la fusée avec Thomas Pesquet qui était donc la personne qui dictait le texte. Donc c'était un événement multigénérationnel, hein, il y avait plusieurs niveaux de dictée. Voilà, et c'est un bon moyen de profiter d'un événement pour se faire connaître. On va vous proposer, on a le temps, on le fait, on va vous proposer un petit moment d'expression sur un de nos outils qui s'appelle Bicast. Donc si vous pouvez voilà, vous connecter sur bicast.live et entrer le code session qui est donc RA8T. Voilà. Et vous allez normalement nous retrouver sur l'outil Bicast. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-nous si ça ne fonctionne pas. Et on va juste vous demander, c'est plus un support de notre question-réponse et de nos échanges de fin de session, hein. C'est voilà, quel est pour vous, chez vous, dans votre site, le produit famille qui est pour vous celui qui fonctionne le mieux ou le produit famille que vous souhaitez développer. Donc, n'hésitez pas à nous le dire à l'oral aussi, hein, bien sûr, vous activez vos micros et voilà. Et sinon, à nous l'écrire sur Bicast si vous préférez. Donc, pour l'écrire sur Bicast, il vous suffit d'appuyer sur... alors, je suis désolée, je n'ai pas le même écran que vous vu que je suis l'animatrice. Est-ce que ceux qui sont connectés... ah, et pourtant, moi, elle existe bien. Point live. Mais n'hésitez pas à nous le dire à l'oral aussi en activant vos micros. Si vous avez des questions de toute façon sur ce qui a été dit, je précise aussi que évidemment tous les exemples très intéressants qui vous ont été donnés par Charlotte et Gwen ne sont pas limitatifs, loin de là. Ce n'est que quelques exemples sur ce qui se fait sur la destination et c'est pour ça que effectivement on souhaiterait aussi que vous puissiez partager éventuellement vos expériences, vos demandes aussi peut-être sur la destination que peut faire la destination dans son ensemble. Voilà, donc je vois que vous avez commencé à remplir le Bicast, donc c'est très bien. De toute façon, en effet, on les regroupera aussi hein, pour que vous puissiez les retrouver. Tout ce que vous nous dites là aujourd'hui sur Bicast, voilà, on va les regrouper et puis Anne-Christine se chargera de vous faire parvenir la présentation. Peut-être pour finir, on voulait vous rappeler
Nos prochains rendez-vous sur les prochaines cibles, sur les autres cibles que Fabrice vous a présentées en introduction. Donc, en effet, notre prochain rendez-vous, le 1er octobre, à 9h30 toujours, pour parler des 18 jusqu'à 25-30 ans, qui ont occupé aussi une partie de notre étude. Et puis, le deuxième rendez-vous, parce qu'ils sont assez rapprochés, hein, le 1er octobre, c'est un vendredi, et le 5 octobre, c'est le mardi suivant, où on parlera de la cible couple. Voilà. Et puis pour finir, on veut bien, puisque c'est aussi important pour nous de savoir ce que vous en avez pensé, on veut bien, voilà, rapidement, si vous pouvez cliquer sur une étoile, celle qui vous convient, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pour qu'on puisse avoir un petit retour sur cette matinée. Et pour ceux d'entre vous qui auront encore 2-3 minutes à nous consacrer, on a quelques questions supplémentaires, mais je vous rassure, c'est pas beaucoup. Nous devons en avoir 4 ou 5, donc ça va assez vite. Voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent bien aller un petit peu plus loin, pour nous aider à continuer à organiser ces sessions, savoir ce que vous avez pensé du format, de cet outil d'expression qu'on va essayer d'utiliser un petit peu plus, Bicast, et puis de l'animation et du contenu. Voilà. Et puis merci à vous. Donc Anne-Christine vous enverra dans les jours qui suivent la présentation, bien sûr, et le replay du webinaire sera en ligne sur le portail professionnel, voilà, très prochainement. Merci Gwen, merci Charlotte et merci Anne-Christine, et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a tenu à peu près nos délais. Je ne sais pas si 1 heure est un format court, on pourra peut-être essayer de faire encore plus court la prochaine fois. Mais j'espère qu'on vous a donné pas mal d'informations intéressantes, et on est toujours présent pour échanger sur toutes ces thématiques avec vous, puisque c'est notre objectif d'améliorer la qualité d'accueil de la destination et de nos sites et offices de tourisme et sites et musées d'Île-de-France. Merci à tous, une très bonne journée, une très belle matinée. Et à bientôt au 1er octobre pour le même exercice sur la cible jeune. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à tous, au revoir. Bon, on vous rassure, les prochains seront encore mieux organisés, puisque c'était quand même le premier webinaire d'une longue série. Donc, tout est perfectible et on a hâte d'être au prochain webinaire. Bonne journée à tous.